Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya nkasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo nde mboka, Congo mboka ya bankoko. Congo mboko mwana pamba lobi mboko lula yango. Congo ya Afrika, Congo mboka ya kitoko. Congo ya batu mayele, Congo bakobikisa yo. Congo mboka ya bankoko. Congo mboko mwana pamba lobi mboko lula yango. Congo bana bazali koyekola Congo bakobikisa yo. Congo ya bakoko, Congo nde mboka. Congo nde mboka, Congo mboka ya bakoko. Bien, maintenant nous avons pu faire un survol général de l'atmosphère, de l'ambiance qui règne dans notre pays. Et je vais maintenant passer la parole au docteur Georges Aloula, qui est le président du Bureau national de l'UNIC, et qui lui donc va aborder le thème plus en profondeur de la question de l'importance de la diaspora pour la République démocratique du Congo. Docteur Georges Aloula.
Messieurs, augustes membres de cette Assemblée, au président de l'Assemblée de l'Union européenne, aux honorables députés, à nos chers compatriotes qui nous suivent de loin, à tous nos enfants, à toutes ces femmes violées, à vous tous, peuple congolais, je suis très honoré et je ferai un challenge aujourd'hui, celui de retenir mes larmes. Aujourd'hui, c'est un grand jour, non seulement pour, je ne dirais pas moi, mais pour nous, de venir ici, au sein de l'Assemblée, de l'Auguste Assemblée de l'Union européenne, s'adresser aux membres de l'Union européenne pour dire c'est quoi, qu'est-ce que la diaspora congolaise pourrait apporter dans la situation que la République démocratique du Congo connaît depuis l'indépendance jusqu'à ces jours. Nous sommes très honorés d'être là, d'être le porte-voix de toute une nation. Certains m'ont rappelé que ces jours correspondent au voyage fait par nos parents en 1960 quand ils sont venus à Bruxelles pour obtenir l'accord de l'indépendance du pays. Ce jour est assez important parce qu'il rappelle aussi que là où nous sommes, les hommes et les femmes se sont battus. C'est sur ces territoires sur lesquels nous sommes que 2 grandes guerres mondiales ont eu lieu. Et c'est ici à Bruxelles qu'en 1956, l'idée de dire on arrête la guerre, qu'on doit construire les bases économiques, d'où est née l'idée de l'Union européenne qui nous a amené aujourd'hui de, je dirais simplement les mots qui me viennent en tête, enjoy en anglais, c'est-à-dire d'apprécier la paix, l'espace et surtout de voir dans une tribune 27 nations pouvoir se disputer sur tous les sujets qui les concernent au quotidien. Aujourd'hui, les grands débats ici au niveau de l'Union européenne tournent autour du problème de l'immigration qui vient de l'Est, de l'Afrique et dans tous les sens, au moment où tous les pays du monde cherchent à contrôler les flux migratoires dans leur pays. Qu'est-ce que ce jour me rappelle dans une telle situation? C'est que je ne suis qu'un jeune garçon qui est né à Kisangani, en République démocratique du Congo, 3 ans avant l'indépendance, qui a connu les affres de la guerre au plus bas jeune, au début de sa vie, jusqu'à l'âge de 7 ans. La guerre a éclaté à Kisangani, où la plupart de nos parents y ont laissé leur peau. Et ce jeune garçon a traversé des cadavres, a fait les processions que vous voyez dans les images lorsque la guerre arrive. J'étais dans cette procession-là, curieux de poser des questions, c'est quoi ça? Les cadavres avec les ventres ouverts, pour lesquels c'était trop horrible pour expliquer à un enfant. Mais je rends grâce à l'ami ou à la dame qui est à côté de ma mère, qui lui a dit, Émilie, dis-lui la vérité. Dis la vérité à l'enfant. On m'a dit la vérité. Quelques années plus tard, je la perdrai à l'âge de 12 ans. Comme beaucoup des enfants aujourd'hui au Congo, mais c'est ici à Bruxelles qu'on m'a rappelé, à partir de l'âge de 27 ans, quand j'ai terminé mes études d'ingénieur ici, je suis allé chercher de l'aide pour imprimer mon syllabus de ma thèse. Et l'assistance sociale qui m'avait reçu m'a fait comprendre quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a dit, on n'est plus orphelin à l'âge de 27 ans. Oui, on n'est plus orphelin à l'âge de 27 ans, mais elle m'a dit, je vais vous choquer en vous disant ça, mais laissez-moi vous rappeler qu'avant de venir en Belgique, vous étiez déjà orphelin. Et si je vous aide, vous, parce que vous êtes orphelin, et les enfants qui ont des parents pauvres, c'est quoi la différence? C'est quoi votre avantage par rapport à ces enfants? Eh bien, ça nous pose les problèmes que nous avons aujourd'hui en République démocratique
du Congo. C'est dans cette assemblée que les descendants de ceux qui ont créé les frontières en Afrique siègent. Si ces frontières ont été faites et découpées en fonction des intérêts des nations qui n'étaient pas toujours d'accord, mais qui se sont partagées l'Afrique, si les enfants, les descendants de ce peuple se sont mis ensemble pour dire qu'après la Première Guerre mondiale, la deuxième, nous pouvons voir les choses autrement. Les enfants de l'Afrique, je suis arrivé dans ce pays avec 4 $ dans la poche, des bananes plantains grillées, du poulet grillé dans mon sac, ici à Bruxelles. Quand je suis arrivé en sortant de l'aéroport, je vous dis simplement qu'à l'époque, je suis allé prendre le visa à l'ambassade de France à Kinshasa. Lorsqu'on m'a demandé où sont les prises en charge, etc., où est-ce que vous allez loger, j'ai dit à la personne qui me posait la question, « Madame, vous connaissez la France ou pas ?» Parce qu'il y a des annuaires téléphoniques que je verrai en arrivant à l'aéroport. Il me suffira d'ouvrir l'annuaire téléphonique et d'appeler l'hôtel pour que je puisse trouver un endroit pour dormir. Elle est allée appeler la chancelière pour me dire, le chancelier pour lui dire « Viens écouter ces garçons ». J'avais en tout et pour tout la note verbale du ministère des Affaires étrangères adressée à l'ambassade de France pour qu'on m'accorde le visa. Ainsi, on me dira, reviens dans l'après-midi, on m'a donné un visa de tourisme de 3 mois. Je suis allé à l'ambassade de l'Italie, voyant les visas de l'ambassade de France dans mon passeport. Ils n'ont pas discuté, boum, 3 mois sur mon passeport. J'arriverai à l'ambassade de Belgique, voyant les 2 visas, si vous passez déjà 3 mois à l'extérieur et que vous avez les 2 autres visas, on vous donne 1 mois de visa pour la Belgique. Ma destination, c'était la Belgique. Dans ces voyages, je me suis arrêté à Rome en transit. Je n'ai jamais mis mes pieds à Paris. Mais je suis venu à Bruxelles. Et à Bruxelles, à l'époque, la solution était simple. Inscrivez-vous à l'université ou à l'école, ramenez l'inscription, on change votre visa et vous avez le séjour. Lorsque je donne un tel témoignage par rapport à tout ce qui s'est fait aujourd'hui, à tous ces jeunes Africains qui bravent la mort et affrontent l'océan en se disant que derrière nous, nous sommes déjà morts et que si je passe, tant mieux, mais je n'ai plus peur. Mon élection d'aujourd'hui va essayer de redonner l'espoir au peuple congolais, d'abord, aux Africains, aux jeunes et à beaucoup d'hommes et de femmes qui sont désespérés de la situation du pays. Redonner l'espoir parce que nous avons une vision. Une vision, c'est une vision de l'avenir de notre pays. La République démocratique du Congo a toujours été le centre de l'économie mondiale. Le centre de l'économie mondiale et continue à être au centre de l'économie mondiale. La République démocratique du Congo est située au centre de cette terre. En étant située au centre de l'Afrique. Mais nous avons été laissés trop longtemps derrière. Nous avons été laissés très longtemps à l'abandon. Nous avons connu des situations qui m'ont poussé à écrire ces livres, les génocides économiques ignorés en République démocratique du Congo. Ce livre, que vous voyez les titres en anglais, a été écrit exprès, en premier tirage en anglais, pour que le monde entier n'ignore plus les 6 millions. On était 2 millions, 6 millions, 12 millions de morts dans ces génocides pour lesquels le peuple congolais continue à donner.
Je reviens sur l'importance de la République démocratique du Congo sur l'économie mondiale. Avec le boom de l'industrie automobile, les caoutchoucs qui a fabriqué les pneus sont venus de la République démocratique du Congo. On connaît les atrocités qui ont été commises pour la production de ces caoutchoucs et de faire en sorte que l'industrie automobile devienne prospère et qu'elle devienne ce qu'elle est en train de devenir. Aujourd'hui, avec le coltan, puisque je vais me rattraper sur le transparent qui est devant vous, nous avons les matières premières, les Occidentaux, les pays développés ont les technologies et ils viennent s'approvisionner. Ils viennent s'approvisionner chez nous pour mettre au travail toute leur industrie, c'est-à-dire faire vivre la technologie à partir du coltan. Rien qu'à partir du coltan, le monde entier est en train de jouir de la téléphonie, du GPS, des technologies intelligentes qu'on trouve partout aujourd'hui. Il n'y a plus seulement les téléphones portables qui détiennent les traces des ressources de notre pays. J'ai parlé de la guerre mondiale qu'il y a eu ici. C'est encore en République démocratique du Congo que l'uranium qui a été utilisé pour faire la bombe atomique qui a arrêté la Deuxième Guerre mondiale a été puisé. Durant la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, la République démocratique du Congo avait été mis du côté de pays occidentaux. Et nous avons eu, dans l'entretemps, notre indépendance, avec des jeunes qui sont arrivés au pouvoir entre 25, 35, moins de 40 ans, la plupart. Je cite ici, en mémoire, le premier président de la République, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba. Je citerai dans le désordre des noms qui nous sont revenus dans des chansons. Les Bolikango, les Tchombe, les Boboliko, et tant de pères de l'indépendance qui avaient moins de 40 ans. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Pourquoi je dis qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire? Parce que quand on vous envoie aux études d'ingénieur, vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes en train d'apprendre, vous ne l'avez jamais entendu parler dans votre pays. Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous vous dites, mais celui qui a pris la décision de faire ça dans le passé, il n'avait pas tous les éléments que j'ai aujourd'hui pour pouvoir prendre les bonnes décisions. À un moment donné ou à un autre, j'ai pardonné. Pardonné pourquoi? Parce que pour dire que c'est dans la limite de nos connaissances, de leurs connaissances de l'époque, que les uns et les autres ont réagi. À l'ère où, chez nous, on se bat, le tribalisme regagne du terrain, le tribalisme a fait beaucoup de dégâts dans notre pays au début de l'indépendance de notre pays. J'ai dit au peuple congolais que le tribalisme va disparaître avec le développement économique de notre pays. Dans ces transparents que vous voyez, quel type de partenariat le Congo a besoin? Nous avons présenté cette idée au pays du G8 et G20 de dire, en fonction des domaines, quel pays nous mettrons en première position, en deuxième, en troisième position. Je donne, j'aurais du mal à me lire, mais je l'ai dit, de tête. La France pourrait s'occuper du développement des chemins de fer chez nous. La France pourrait aussi venir exploiter, exploiter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire extraire, raffiner tout ce qui concerne l'uranium chez nous, afin que nous puissions avoir les stocks d'uranium médical, énergétique et de défense, mais contrôlés dans des bunkers
qui vont être créés à partir du projet de défense et de sécurisation de notre pays qui porte sur un budget de 33 milliards sur les 140 milliards. Nous avons des pays comme le Japon qui sont très forts dans la construction de ponts et de navires. Ces pays pourraient être nos partenaires de premier plan dans ces domaines. Dans le domaine de l'aviation, dans le domaine automobile, c'est un champ assez ouvert. Les États-Unis pourraient jouer un rôle important là-dessus, en sachant que du côté électricité, production d'électricité, distribution d'électricité, c'est un domaine pour lequel les États-Unis et les autres pays pourraient s'associer pour électrifier l'Afrique. Comment électrifier l'Afrique? Nous avons suffisamment de cuivre que nous allons transformer en câble pour pouvoir connecter toutes les maisons en Afrique. Nous avons suffisamment de schistes bituminés dans les Bas-Congo et dans la province orientale pour pouvoir asphalter toute l'Afrique. Nous allons faire appel à la Russie dont l'expertise est très connue en matière de production, d'extraction et de distribution des gaz, car les gaz pourris dans les lacs Tanganyika et à l'est de notre pays. Dans ces tableaux où nous avons montré cette nouvelle idée de pouvoir faire le partenariat avec les pays du G8 et G20, c'est ce projet-là qui a été présenté au sommet du G8 et G20 par le président Obama à ses homologues en 2012. Et quelques jours après, quelques jours avant, j'avais reçu la lettre d'appréciation du programme dont une partie que vous êtes en train de voir. Les avantages de ces projets pour la République démocratique du Congo sont nombreux. Nous pouvons répondre aux besoins de nos populations en fournissant l'alimentation, les soins de santé, l'éducation, le développement mental et le développement de nos infrastructures et le développement d'une économie structurée, compatible avec la croissance, la diversité et un avantage de coût bénéficiant à la population et au marché international. Notre programme permettra de contribuer au développement et à la paix dans la région des Grands Lacs. Notre programme est aussi une chance pour participer au développement du continent africain et surtout dans rétablir l'État congolais, un État pacifié et prospère. Cette image qui peut paraître rigolote montre comment cette manque d'opportunité, cette perte que cela représente lorsque une personne prend sa famille sur une moto alors qu'il devait se trouver dans un véhicule, c'est un manque à gagner pour l'industrie automobile que nous avons souligné. Regardez dans les Kasaï les chemins de fer, dans quelles conditions la population voyage. Alors qu'il y a l'industrie de fret pour le transport de marchandises et les chemins de fer de tourisme que nous pouvons mettre en place. Regardez dans quelles conditions on monte dans l'avion. Les valises sont dans le même habitacle en cas de tourbillon. Comment les gens pourraient tenir en sécurité dans une telle condition? Là aussi, une industrie de cargo est possible et les opportunités pour les compagnies aériennes existent réellement sur un espace où la population va passer très bientôt à 150 millions, voire 200 millions dans les 50 prochaines années. Et sur un marché de 220 millions sur l'Afrique centrale aujourd'hui, la République démocratique du Congo, son industrialisation va permettre de pouvoir remédier à ce type de situation. Les 130 milliards que nous avons sollicités ou que nous allons dont nous allons disposer si toutes ces emprunts, toutes ces obligations sont contractées, vont nous servir à construire ces infrastructures dont le pays a largement besoin. Construire des ponts. À l'exemple de ce que vous voyez, c'est l'exemple de l'école primaire aux États-Unis. Les centres de recherche. Le Congo a fourni l'intelligence à l'Afrique du Sud
lors de la fin de l'apartheid, les médecins, les ingénieurs sont venus de la République démocratique du Congo. Avec l'éducation que nous avons reçue, nous avons été capables d'aller dans n'importe quelle école dans le monde où nous avons pu prospérer. Le Congo a besoin de développer ses propres centres de recherche. Le Congo doit prendre sa place dans les institutions financières dans le monde. Donc il nous faut créer une banque de développement, une banque d'accompagnement qui va solidifier, qui va suivre l'économie de la République démocratique du Congo. Si nous devons brasser plusieurs milliards de dollars dans ces pays demain, il nous faut aussi des coffres forts tels que vous les voyez en bas du symbole où on parle de la banque. Dans ces 100 milliards, nous allons construire des bâtiments commerciaux pour pouvoir les mettre dans l'ensemble du pays. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que c'est l'occasion de vous faire comprendre aux partenaires du Congo, aux partenaires de l'Afrique, que tout ce qui a été fait à Kigali, nous pouvons le faire au Congo en 26 fois dans toutes les provinces. C'est-à-dire, lorsque vous avez construit un bel aéroport à Kigali, nous voulons la même chose dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Lorsque vous avez construit une route, nous avons des longs kilomètres de routes à construire. Nous voulons relier Kinshasa à Kisangani, Kisangani à Lubumbashi, Lubumbashi à Kinshasa. Nous voulons relier Mbandaka à Bukavu, les relier au Kwango dans les Bandundu et remonter vers Mbandaka. Nous voulons construire des routes transcontinentales qui partiraient de Mombasa à Mwanda en traversant le Congo. Nous voulons faire des chemins de fer qui puissent accomplir les mêmes trajectoires. Tout ça est possible parce que nous avons la matière première, les métaux nécessaires pour pouvoir les faire. Donc la transformation du sol qui sortirait des camions du sous-sol directement transformés en métaux, c'est ça la richesse de la République démocratique du Congo de demain. Vous voyez, c'est ce que je viens de décrire qui vous permet de voir comment aujourd'hui on peut partir en voiture de l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte alors qu'on ne peut pas partir de l'Afrique du Sud jusqu'au Nigeria parce que la République démocratique du Congo est non traversable et il manque les routes qu'il faut pour pouvoir traverser ces grands pays. Tout le monde connaît l'importance des infrastructures routières. Nous aurons la capacité de pouvoir construire des routes sur l'ensemble de notre pays, non seulement pour partir dans notre idée de développement, c'est aussi le développement de tous nos voisins. Nous ne pouvons pas nous développer en laissant nos voisins trop en arrière parce que le flux migratoire va aller dans les sens non souhaités. Ainsi, la République démocratique du Congo, dans notre programme, compte investir 1 milliard de dollars dans les industries qui seront dans les frontières entre nous et nos voisins, de façon à permettre à ce que nous puissions améliorer les relations économiques entre nous et les voisins de la République démocratique du Congo. La carte que nous sommes en train de vous montrer vous donne une idée que demain, avec ces réseaux routiers, ferroviaires, les transports aériens, il ne sera plus nécessaire de venir à Paris pour aller au Maroc. Avec cette carte routière, nous pouvons imaginer que les déserts que nos enfants sont en train de traverser aujourd'hui pourraient avoir des routes qui pourraient permettre d'améliorer les rapports entre l'Afrique du Maghreb et l'Afrique noire. Parce que nous pourrions nous visiter, aller-retour. Les déserts du Nevada aux États-Unis montrent qu'on peut traverser les déserts. On peut avoir des routes qui traversent les déserts. Il ne faut pas imaginer que le désert est une barrière. Les rallyes Paris-Dakar nous ont montré comment tous ces endroits étaient pénétrables. Ainsi, nous avons parlé des chemins de fer. Tout ce que vous êtes en train de voir est fait à base de métaux. Il n'est pas impossible qu'à Kinshasa, avec 12 millions d'habitants, nous puissions avoir des tramways. Parce que c'est un mégapole qui doit être parmi les 16 plus grands centres dans le monde. Kinshasa serait comparable à Paris, à Tokyo, à New York, à toutes les grandes entités, Rio de Janeiro. Le système de chemin de fer tel que je l'ai décrit ici, c'est faisable.
les coûts est moindre par rapport à ce que si nous pouvons acheter, parce que tous les métaux seront transformés localement et ces industries vont s'installer chez nous pour que nous puissions produire et fournir à toute l'Afrique des chemins de fer à partir de la République démocratique du Congo. L'industrie automobile, j'en ai parlé. À Kinshasa, nous avons eu Opel, nous avons eu Chrysler. Toutes ces compagnies aériennes, en créant les meilleures conditions pour le business, sont prêts à revenir, seront prêts à revenir pour produire les voitures qui vont occuper les continents de 2 milliards d'habitants bientôt, ne seront pas produits à l'extérieur pour être exportés. Je salue ici certains pays qui ont déjà pris de l'avance, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, pour la construction de véhicules sur les continents. Nous avons beaucoup d'intelligence dans notre continent pour pouvoir répondre aux besoins en termes de ressources et d'intelligence que cette industrie demande. J'ai vu de mes propres yeux, j'en ai fait une photo, une voiture qui n'avait pas de réservoir d'essence, mais qu'on avait remplacé les réservoirs par un bidon qui permettait de connecter au réservoir. Et j'ai posé la question à ces garçons ingénieurs. Je dis, mais vous ne regardez pas les risques d'explosion, etc. Mais vieux, qu'est-ce que nous pouvons faire? Non seulement il m'a dit, je suis capable de prendre les moteurs de Volkswagen, les mettre sur une Mercedes ou sur une BMW, que ça marche et ça roule. Et je suis un inventaire, je suis ingénieur, etc. Je dis, waouh, on a tout ça. Oui, la République démocratique du Congo a des intelligences suffisantes pour ne pas dire qu'on aura du retard. Laissez-moi dire quelque chose sur cette diaspora. C'était quoi la diaspora hier? Oui. Avant d'aller sur la diaspora, je finis avec les infrastructures de transport. Là aussi, je vous montre que tous ces bus peuvent être produits localement parce que tout ce que vous voyez, y compris les glaces, peuvent être produites localement. Ici aussi, l'industrie lourde. Dans l'industrie lourde, tout ce que vous voyez en jaune, c'est des métaux. Les métaux, nous les sortons du sol, nous les transformons. Nous serons capables de fournir ces engins, presque dans leur totalité, à l'industrie et participer au développement de ces industries, ces industries des engins lourds. Parce que tout ce qui est en jaune, la République démocratique du Congo pourra les produire localement et les fournir à nos clients extérieurs. Celui qui connaît la couleur brune du lac Mai-Ndombe ne devrait pas se poser de questions. La couleur brune du lac Mai-Ndombe, c'est du pétrole. C'est le Congo qui fournit du pétrole à l'océan. C'est le Congo qui fournit du pétrole à l'océan. On vient de découvrir dans la région de l'Équateur la tourbe. La tourbe définie comme les résidus de débris végétaux. En français, ça s'appelle le pétrole. Le pétrole est à même le sol dans la province de l'Équateur. Le revenu de savoir qu'on le sait. Le revenu de savoir que nous devons le faire autrement. Quand on parle du cobalt et de l'industrie automobile, des batteries électriques qui arrivent, là aussi, nous ne pouvons plus rester dehors parce que la douleur du peuple congolais a assez duré et beaucoup d'hommes et de femmes ont été touchés, ce qui explique aussi le pourquoi de notre présence dans cette assemblée aujourd'hui. Voir un Congo différemment, c'est possible. Parce que hier, le nombre d'universitaires s'est compté à l'indépendance. Aujourd'hui, avant-hier, je pourrais dire que nous étions aussi comptés parce qu'on pouvait dire, ouais, nous avons rempli les cases qui manquaient parce que le gouvernement congolais a envoyé des boursiers du conseil exécutif étudier à l'étranger. Je fais partie de ces boursiers du conseil exécutif qui ont étudié avec l'argent du contribuable congolais. Beaucoup d'entre nous sont rentrés. Certains ne sont pas rentrés. Nous avons créé, avec le déséquilibre qu'il y a eu à l'intérieur du pays, beaucoup sont sortis. Avec quoi comme conséquence? La conséquence, elle est heureuse. La conséquence, elle est heureuse, pourquoi? Parce que nous sommes 2 à 7 millions de Congolais dans la diaspora. Beaucoup d'entre nous sont rentrés. Certains ne sont pas rentrés. Nous avons créé, avec le déséquilibre qu'il y a eu à l'intérieur du pays, beaucoup sont sortis. Avec quoi comme conséquence?
La conséquence, elle est heureuse. La conséquence, elle est heureuse, pourquoi? Parce que nous sommes 2 à 7 millions de Congolais dans la diaspora. Nos enfants sont nés ici. On ne se pose plus la question de quelle école qu'ils ont fréquenté. Nous, on fréquentait le collège Boboto, l'Athénée de la Gombe, l'Athénée de Njili, l'Athénée de Limete et tant d'autres écoles que nous n'avons pas citées. Mais ce ne sont pas seulement la qualité de l'enseignement au Congo était tellement bonne qu'on pouvait étudier au Bandundu, au Bas-Congo, au Kasaï, dans le à l'Équateur, à la province orientale, au Kivu, et venir se rejoindre en Europe, dans les universités, nous nous retrouvions comme ça. Et nous étions brillants. La qualité de l'enseignement était bonne. Mais pour détruire le Congo, on s'est attaqué au domaine de l'éducation. Je rends ici hommage à la journaliste qui fait l'émission Boulouyeke. Parce qu'à partir de cette émission Boulouyeke, c'était un moment de réflexion très important pour nous pour voir, voilà l'état de la nation sur le plan éducationnel, dans quel état nous allons les trouver. Et c'est à nous le devoir de pouvoir les relever. Allons-nous les relever seuls? Non. Je parlais de 2 à 7 millions de Congolais dans la diaspora. Les enfants que nous avons mis au monde ici, qui n'ont rien à voir avec le Congo, qui partent au Congo en vacances. Nous avons vu nos enfants dans les domaines sportifs, dans les domaines de la musique, exceller. Là où les Congolais ont la liberté de faire, ils font. Nos enfants sont prêts à rentrer au Congo. Nos enfants et les Congolais qui ont acquis au-delà de la cinquantaine, qui ont vécu 30 ans à l'extérieur, ont aussi envie de rentrer au Congo. Mais ils ne rentrent pas les mains vides. Ils rentrent avec des expertises. Je ne parle pas ici seulement des docteurs, des ingénieurs. Je parle des échafaudeurs, des agents de sécurité, des gens qui ont des petites boutiques cosmétiques, des salons de coiffure, des gens qui vendent sur les trottoirs à Château-Rouge. Nos petits restaurants dans les usines abandonnées à Paris. C'est ça le business des Congo demain, que nous pouvons rêver ensemble sur comment les transformer. Tout ce qui leur manque, c'est le financement. Les 140 milliards, une bonne partie sera à créer, à financer l'industrie pour que des jeunes Congolais soient aussi des millionnaires. Il n'est pas normal que dans un pays de 80 millions d'habitants, il n'y a pas 10 millionnaires en dollars. Il n'est pas normal. En Europe, il y a 16 millions de millionnaires. Aux États-Unis, pareil. Et au Japon, il y a des multimilliardaires. Nous avons besoin d'avoir, je pourrais citer des tribus, des milliers de Kassaïens millionnaires, des milliers de... Tous les jeunes qui ont la chance de pouvoir me suivre aujourd'hui, je veux que vous preniez mon cas comme un exemple. À partir de rien, juste la détermination, juste savoir ce que vous voulez faire. Ce n'est pas à 40 ans qu'on a besoin d'avoir, je pourrais citer des tribus, des milliers de Kassaïens millionnaires, des milliers de... Tous les jeunes qui ont la chance de pouvoir me suivre aujourd'hui, je veux que vous preniez mon cas comme un exemple. À partir de rien, juste la détermination, juste savoir ce que vous voulez faire. Ce n'est pas à 40 ans que vous allez savoir ou décider de ce que vous allez devenir. Lorsque vous êtes petit, vous regardez autour de vous. J'ai eu la chance de regarder autour de moi et de me dire je vais être comme celui-là. Et que celui-là m'a dit, vous n'avez que les études pour utiliser votre intelligence. Le trafic n'est pas les domaines dans lesquels vous devez vous lancer. J'ai utilisé ceux qui m'ont aidé sur ce chemin pour avoir cette détermination. On n'y arrive pas sans sacrifice. Ceux qui font les études, ça commence par l'étude primaire. Aucune personne n'a jamais été passer les examens, juste se réveiller puis aller faire les examens. Peut-être à l'école primaire, mais à partir du cycle d'orientation, nous prenons le temps d'étudier pour passer les examens. Aux humanités, nous faisons des nuits blanches. J'ai étudié au SGA, là où il y a le palais du peuple. Sous les lampes de la rue, nous étions en période d'examen d'État. C'est comme ça que nous étudions, en allant étudier à IM, je parle de la commune de Kasavubu, sous les lampes de la rue. Ça ne nous a pas empêchés de devenir des ingénieurs. Ça ne nous a pas empêchés de devenir des médecins. Beaucoup de Congolais sont dans les hôpitaux et détiennent les services médicaux des pays dans lesquels nous sommes.
Il sera peut-être difficile pour eux, mais ils sont aussi en train de s'organiser pour aller faire des prestations qu'ils étaient en train de faire. Mais aujourd'hui, la RDC, avec ses moyens, une nouvelle classe politique, un nouveau leadership que nous prenons à côté de moi, c'est 14 ans de fidélité, c'est 14 ans de constance. Le secrétaire général, depuis la création de INIC, le vice-président, depuis la création de INIC, 14 ans de constance. Nous avons dit non à toutes les sirènes possibles. Parce que j'ai reçu un appel de la France, d'un garçon qui m'a appelé en pleurant. Il me dit, Kouloutou, je ne te connais pas, mais je sais que tu es connu à Kinshasa. Et que si tu voulais nous abandonner, aller bénéficier comme tout le monde, tu l'aurais déjà fait. Mais pourquoi tous ces sacrifices? C'est que tu aimes les pays. On m'a vu dans les rues de Paris, de Washington, de New York, de Bruxelles, en train de protester comme un combattant, un résistant. Mais ce que les gens n'ont pas vu, c'est que je pouvais être aussi la voix, le traducteur des actes commis par la diaspora, de combattants, les actes de protestation auprès des partenaires, des amis du Congo, leur faire comprendre comment les mentales, qu'est-ce qu'on évolue. Mais en présentant ce projet de 140 milliards, en se disant que nous pouvons installer une raffinerie d'huile de pétrole dans notre pays, nous avons les moyens humains, nous avons les moyens techniques de pouvoir y arriver. C'est ces rêves-là qui étaient nôtres dans INIC, que nous avons essayé de partager. Au début, beaucoup nous ont dit, dès que nous avons fait la première émission, il y a 5 ans, nous nous sommes levés dans INIC pour dire, en 2016, nous y serons. Beaucoup nous ont dit, dès la diffusion de cette première émission avec Jimmy Adjanga aux États-Unis, ils ont appelé pour dire « Waouh, arrête, tu nous fais rêver, est-ce que c'est vrai ?» J'ai dit, dans la démarche de dire « Tu nous fais rêver », il y a déjà l'acceptation. Oh bon Dieu, si c'est vrai ce qu'il dit, est-ce que ça rêve-t-il? Non, ce n'est pas un rêve. Nous sommes à l'Union européenne aujourd'hui parce que d'autres ont vu ces projets, des hommes, des femmes, je ne dis pas les mots décideurs, mais des gens qui sont dans les postes de responsabilité, ont dit « Waouh, comment avez-vous eu l'idée de pondre un projet où vous mettez tout le monde en accord ?» J'ai grandi jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans, à Kinshasa. Je suis venu en Europe, depuis 40 ans maintenant. Donc j'ai étudié dans ces pays, en Belgique. Je pourrais dire, je connais les Belges. J'ai vécu en France, j'ai vécu aux États-Unis. J'ai voyagé dans différents pays. Quand j'ai pensé la RDC, j'ai lu dans l'histoire. Quand les Américains, après la Deuxième Guerre mondiale, ont lancé les plans Marshall, ils ont dit ceci, de particulier. Si nous venons avec un plan déjà défini pour dire Autriche, vous allez faire ça, l'Allemagne, vous allez faire ça, la France, vous allez faire ça, ça ne marchera pas. Les Américains ont dit à chacun des pays, des 16 pays qui ont bénéficié du plan Marshall, préparez ce que vous souhaitez pour vous-même et nous, on va vous aider à appliquer, à pouvoir le faire. C'est cette démarche, c'est cet esprit-là que nous avons exploité en disant voilà le programme pour la reconstruction du Congo, voilà comment nous voyons les choses. Tout ça n'est possible que lorsqu'on apportera une solution de sécurité dans notre pays. Comment allons-nous apporter la sécurité dans ces pays? Nous allons apporter la sécurité dans ces pays en passant notre armée à quelque part 80 000 hommes à 300 000 hommes. La même chose dans la police. C'est-à-dire que nous allons garantir la sécurité sur l'ensemble de notre pays. Nous avons l'idée que nous avons défendue de créer 11 bases militaires dans notre pays. 11 bases militaires dans les 11 provinces qui existaient avant les changements, les passages à 26 provinces. Mais avec ceci de particulier, c'est que nous aurions 2 bases militaires secrètes dans notre pays pour que, après avoir perdu
12 millions ou plus qui continuent à mourir, nous ne pouvons plus nous permettre. Nous devons dire comme les autres, plus jamais que les voisins qui vont venir s'amuser chez nous, ce sera terminé. Nous aurons la force suffisante pour anéantir les voisins qui viendront s'amuser chez nous. Parce que le corps de la femme congolaise n'est pas un terrain de jeu. Nos familles ne peuvent pas être disloquées. Nos enfants ne peuvent pas faire de la prostitution à l'âge de 9 ans. On ne devient pas prostitué à l'âge de 9 ans. Mais ce que j'ai aimé, ce que j'aime chez ces enfants, c'est que malgré leur situation, je les ai expérimentés. Je les ai expérimentés en disant, si je vous donne quelque chose, qui va les gérer? En 2 secondes, ils m'ont désigné une personne. Effectivement, quand on lui a donné, il n'y avait pas de bagarre. J'ai vu encore une émission, quand ils parlent de comment, quand ils tombent malades, qu'est-ce qu'ils font? Oui, nous cotisons de l'argent pour acheter des médicaments. Et parfois, la personne qui est malade est tellement dans l'escroquerie, dans l'irresponsabilité, qu'il bouffe l'argent, il ne prend pas de médicaments. Mais normalement, avec le Defalgan, tu aurais dit déjà être bien. Est-ce que tu as pris ces médicaments? Nous nous rendons compte qu'il n'a pas pris les médicaments. Qu'est-ce qu'on fait? Nous rachetons les médicaments, nous lui faisons boire. Ça, ce sont des choses, des vidéos, des télévisions online qui sont dispatchées sur YouTube. L'autre exemple, celui-là m'a fait beaucoup plaisir. C'est de voir une jeune fille en train de se battre avec un garçon. Je ne dis pas la raison. Mais j'ai senti en elle, dans ces jeunes filles, qui ne se laissent pas faire, les forces spéciales du Congo de demain. Les forces spéciales du Congo de demain. J'ai indiqué l'importance de la diaspora congolaise. La diaspora congolaise a été la seule à interdire à ces superstars de se produire en Europe. La diaspora congolaise a été la seule à interdire au gouvernement congolais, à tous les hommes politiques, de se pavaner dans les rues des pays dans lesquels nous sommes. Ils viennent ici en cachette. Il y a un travail énorme qui a été fait. Cette diaspora, la résistance congolaise. Beaucoup de jeunes ont fait des séjours en prison. Beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans la liste des terroristes par les actes qu'ils ont posés. À tous ces jeunes, je dis que l'heure est venue de nous suivre, de nous mettre ensemble. Parce que nous avons été ensemble. Lorsque la police m'a menacé à Washington de m'arrêter, j'ai dit allez-y, mettez les menottes. C'était lors de la méga marche que nous avons fait à Washington. Et j'étais parmi les têtes de l'organisation. La diaspora congolaise, c'est la diaspora la plus active au monde. Pourquoi? Parce que nous avons été capables, pour réclamer l'impérium, de faire des manifestations sur les 5 continents les mêmes jours, avec les décalages horaires. Nous avons été un groupe de personnes à s'appeler pour s'accorder des dates, des l'heure, à partir de Washington, Bruxelles, Paris, France, l'Angleterre. Tous ces combattants, nous nous connaissons. Dans cette démarche très difficile, pour laquelle il n'y a pas une solution écrite comme la Bible, où nous pouvons aller à la page 533 et trouver la solution et l'appliquer. Nous passons par des étapes. Ces étapes où nous étions tous ensemble. Nous avons rempli les rues de Washington avec près de des Congolais venant de 25 États. Je sais que nous avons bravé les froids, en hiver, en été, dans toutes les conditions. La diaspora congolaise, c'est celle qui tient l'économie. Des funérailles à des endroits spécifiques tenus par les Congolais de la diaspora. Nous avons des jeunes qui, dans la musique, lorsqu'on a dit aux autres de ne pas venir, qui ont continué à prospérer au nom de la République démocratique du Congo. Nous avons des jeunes Congolais dans les équipes de football des pays dans lesquels nous vivons. La diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Nous avons des jeunes Congolais dans les équipes de football des pays dans lesquels nous vivons. La diaspora congolaise a un rôle à jouer. J'ai été le coéquipier de celui qui est devenu l'entraîneur de l'équipe nationale. Il venait de la diaspora. J'ai joué au football avec lui. Et en politique, beaucoup se sont essayés. La tête qui a dirigé le pays n'a pas suivi ce que ces gens auraient pu apporter. Mais ils ont été entraînés dans un tourbillon qui a fait qu'aujourd'hui, toute la classe politique
a perdu ses lettres de noblesse. Nous sommes la nouvelle classe politique. Nous avons beaucoup de jeunes, nous avons beaucoup d'hommes et de femmes qui ne se sont pas trempés dans tout ce que nous déplorons aujourd'hui, capables et prêts à relever les défis pour la République démocratique du Congo. Je ne saurais terminer sans dire un grand merci au Seigneur, un grand merci à Dieu qui a fait que nous puissions tenir jusqu'à aujourd'hui, un grand merci à nos familles qui ont enduré tous ces sacrifices que nous sommes en train de donner ou de faire aujourd'hui. Mon dernier mot, c'est l'espoir au peuple congolais. C'est que nous disons toujours, et ne le prenez pas en léger, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. De donner ou de faire aujourd'hui. Mon dernier mot, c'est l'espoir au peuple congolais. C'est que nous disons toujours, et ne le prenez pas en léger, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ce formidable plaidoyer pour un renouveau, pour l'espoir qui doit continuer à vivre dans nos cœurs et dans nos âmes, dans nos esprits. Et après cette formidable analyse sur toutes les potentialités que regorge notre pays et sa population, nous allons passer maintenant à la séance des questions et réponses. Donc nous allons passer à la séance des questions-réponses. Et voilà, je vous donne la parole. Qui veut prendre la parole en premier lieu? Monsieur le Président, merci pour ce que vous avez dit. J'ai quand même une question à vous poser à propos de ce que le président de Belgique a dit. Au pays, il n'y a pas de stabilité. Pas de stabilité, pas d'élection. Comment vous allez procéder pour conquérir le pouvoir dans un pays où il n'y a pas de stabilité, qu'on ne peut rien faire? Comment vous allez procéder pour y arriver à conquérir ce pouvoir? Merci, M. Fala. La communauté internationale est en train de pousser à ce que nous puissions avoir des élections au Congo. Je l'ai dit, probablement pas, mais nous sommes dans une situation d'incertitude qui peut être surprenante. Pourquoi je dis une incertitude qui peut être surprenante? C'est dans le sens que nous avons eu par le passé à faire des choix qui n'étaient pas les choix qui nous étaient imposés, c'est de dire, ben écoute, entre deux mots, je choisis les moindres mal. Je ne sais pas si c'est bien exprimé. L'analyse que nous avons faite dans UNIC, puisque depuis 14 ans, nous cherchons à conquérir le pouvoir et à diriger ce pays. Nous avons décidé de dire que nous devons participer à ces élections. S'il n'y a pas d'élection, puisqu'en 2015, nous ne sommes pas partis, il n'y a pas eu d'élection, si nous partons que les élections ne sont pas faites, il ne s'agira pas de UNIC et Georges Aloula. Les élections ne seront pas tenues pour tout le monde. Maintenant, lorsque l'état de délabrement de la situation de notre pays fait que nous ne pouvons pas nous permettre, avec un tel programme, un tel projet, avec une telle équipe, de rester, de nous contenter, de rester dans la diaspora, attendre que ça se termine là-bas pour que nous y allons. Nous sommes obligés d'aller participer et contribuer dans ce processus. Moi, je suis un ancien administrateur dans la Banque Société Générale. Je maîtrise les bases de données. J'ai l'expertise au niveau mondial sur ce qui concerne les bases de données.
l'élimination de doublons dans la base, je sais comment le faire. Votre question, c'est il nous faut du courage. Le courage, je dirais, de ces jeunes qui sont tombés récemment, Rossi Mukendi ou Kulula au Kivu. Et la jeune fille Gloria, qui nous donne les exemples de courage que nous sommes obligés, nous qui sommes dans la diaspora, quand nous nous posons les questions, comment on va faire. Mais il y a 80 millions d'habitants là-bas qui ne fuient pas. Nous ne devons pas continuer à dire Tokenete parce qu'il y a risque de ceci et de cela. Nous sommes obligés d'arriver sur le terrain et surtout comment gagner les élections. Oui, nous pouvons gagner les élections parce que dans INIC, nous avons les 11 anciennes provinces, les 26 provinces. Nous allons faire en sorte que chacun doit aller dans sa province pour faire campagne. Nous avons des connexions, nous avons bâti un réseau qui nous attend sur le terrain. Et autre part, autre chose, nous n'allons pas prétendre arriver et gagner en popularité si nous ne nous associons pas à certains hommes politiques qui sont aussi populaires et intègres, avec qui nous pouvons nous permettre de faire campagne ensemble pour pouvoir gagner. Et surtout, ce qui est important, nous sommes à 6 mois des élections. À 6 mois des élections, nous avons les réseaux sociaux. Nous sommes les premiers partis politiques congolais sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? C'est la télévision d'hier. C'est aujourd'hui les moyens de communication les plus avancés. Qui a réussi une invitation papier pour être dans cette salle? Personne. Tout a été fait par email ou par affichage sur les pages Facebook ou sur des émissions en live que nous avons fait grâce à Facebook, grâce aux ressources qui viennent de notre pays. En termes de marketing, nous sommes assez forts pour pouvoir prétendre que nous allons gagner les cœurs des Congolais parce que nous savons comment leur parler, nous savons comment nous allons les approcher et surtout de leur faire partager, je pourrais dire, vendre les rêves, mais surtout partager ses rêves. Aujourd'hui, les Congolais nous voient à l'Assemblée, ici, au Parlement européen. Je crois que c'est un symbole ou c'est un signe qui doit montrer combien nous avons été capables de convaincre pour que nous puissions maintenant nous faire accepter par le peuple congolais, chose que nous sommes sûrs et certains que nous allons pouvoir obtenir parce que nous sommes en contact avec eux tous les jours. Merci. Je peux m'élever. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous félicite pour votre allocution. Ça a été vraiment, ça m'a personnellement touché. Vous avez évoqué deux points qui m'ont fait baver et qui m'ont fait rêver pour notre pays. Je suis désolée, je parle l'anglais et le français, donc excusez-moi si vous trouvez qu'il y a un peu d'imperfection dans mon langage. Ma première question, c'est ce qui m'a le plus fait baver, c'est votre projet de société. 14 milliards. 140 milliards, pardon. Pourquoi pas 150 milliards ou 250 milliards? Pourquoi 140 milliards? C'est votre projet de société. Ensuite, j'ai une autre question concernant notre armée. Vous avez parlé vous avez évoqué tous les aspects domaine de production ou d'économie de notre pays, mais vous avez oublié une chose très importante, l'armée. Je crois que vous avez parlé un tout petit peu, mais je ne suis pas vraiment satisfaite. C'est pourquoi je pose cette question. Dans le temps de Mobutu, nous avons vu comment notre armée était organisée et était vraiment respectée par tout le monde, surtout dans l'Afrique centrale. Qu'est-ce que vous avez comme projet aujourd'hui pour faire redorer le blason de notre armée? Et dites-nous avec des termes spécifiques, comment allez-vous vous organiser pour réorganiser, je dis bien réorganiser notre armée nationale. Voilà. Je suis rassuré, je suis dans la même situation, il y a l'anglais qui sort de temps en temps à la place du français. Merci pour votre question. En fait, en mathématiques, comme on a 25 provinces multipliées par 5, ça fait 125. Et on a une grande capitale où tout le monde se retrouve. On met 15 milliards pour Kinshasa, ça fait 125 plus 15, ça fait 140 milliards. Alors, je vous ai parlé du développement du Congo dans notre projet de façon à ce que moi je suis né à Kisangani, d'arrière-grand-père de l'Équateur. J'ai grandi dans la maison d'un Kassaïen. Mes enfants sont du Bas-Congo. Alors, donnez-moi une province ou faites-moi un choix, c'est très difficile.
Dans ces conditions, j'ai dit, au lieu de construire partout où j'ai grandi, on va faire Wall Street à Christ-Roi, et puis à Yolo, Dallas, Texas, industrie pétrolière et tout. Et puis à Makiso, je ne sais pas quoi, Bamanga, à Kisangani, que je ne connais pratiquement plus. J'ai dit, on va développer les Congos simultanément. 5 milliards pour chaque province. 125 plus 15 milliards à Kinshasa. Mais on ne va pas... qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bon, maintenant cet argent, on l'a fait sur les différents domaines. C'est-à-dire, la défense va prendre 33 milliards. Le plan de défense de notre pays consiste à vraiment sécuriser les pays de façon à ce que, d'après ce qu'on dit ou dans nos prétentions, quand une mouche vole, nous devons savoir qu'il y a une mouche qui vole à tel endroit. Parce que le Congo d'aujourd'hui, les avions peuvent se poser et décoller sans que personne ne sache qu'est-ce qu'ils ont pris, quand est-ce qu'ils ont, qui est arrivé. Tout ça, nous devons reprendre le contrôle de notre pays. Vous avez évoqué un problème qui constitue le caractère du pays dans lequel vous vivez, je vous reconnais, de l'Amérique. Nous allons intégrer les security clearance. Security clearance, c'est-à-dire la gestion du secret, des secrets défense. N'importe qui au QG d'état-major, au quartier général d'état-major, ne peut pas, un individu qui rentre dans le QG ne peut pas aller dans tous les bureaux comme il veut. Donc, nous allons faire de la procédure de sécurisation des informations sensibles pour notre pays pour que les informations soient protégées et accessibles uniquement aux personnes qui sont habilitées. On appelle ça le processus d'habilitation défense. Comment faire pour que nous puissions réorganiser l'armée? Nous avons eu la chance de connaître les phases. Ce sont les phases qu'on a envoyées au Tchad, les forces armées zaïroises, qu'on a envoyées au Rwanda pour bloquer la rébellion à 2-3 reprises. Nous les avons vaincus. Mais il y a eu des groupes de gens qui se sont investis pour diminuer la force des phases. Et avec des conséquences qui impactent sur leur propre économie, parce que quand la RDC ne va pas bien, chez eux aussi ça ne va pas bien. Alors, comment réorganiser cette armée? On va partir de l'homme au départ. Aujourd'hui, j'ai dit un chiffre, de dire que nous allons passer l'armée à 300 000 hommes, plus les law enforcement, la police et la sécurisation de sécurité publique. 300 000. Dans cette police-là, il y aura des polices forensiques, les polices, les enquêteurs, les polices scientifiques. Il y a des polices scientifiques. Tous les corps de métiers de police, nous n'allons pas refaire l'eau chaude. Nous avons pris l'exemple de l'organisation de la police belge, française, américaine, canadienne, et nous avons condensé pour présenter les projets qui apparaissent potables aux généraux de l'armée la plus puissante du monde. N'oubliez pas que j'ai quand même eu la chance, l'avantage de présenter ce projet au général, je ne dirais pas le nom, qui a travaillé sur la reconstruction de l'Irak pendant 3 ans. Et lorsqu'il a regardé notre projet, il a dit, il manque ça, ça, ça. Lorsque vous le complétez, vous pouvez revenir. Nous l'avons fait, nous l'avons présenté. Il a dit, chapeau. Donc, sur la sécurisation du Congo, je vous dirais, je suis tranquille et je suis à l'aise parce que j'avais été recruter mon petit frère comme commando. Donc, je n'ai pas peur de militaires, je suis leur grand frère. Je dis simplement que je connais aussi notre pays. Il y a plein de sportifs qui sont très forts, qui vont servir à sécuriser notre pays. Sécuriser notre pays, je vais faire référence aux académies militaires. Les États-Unis, pour certains domaines, sont des exemples. Les études pour les enfants entreront dans l'armée pour suivre les études universitaires dans tous les domaines, de façon à ce que lorsqu'ils sortent de là, ce sont des officiers qui sont formés, qui connaissent c'est quoi l'intérêt national, c'est quoi la sécurité de notre pays. Et en termes d'entraînement, je ne ferai pas offense à ceux qui sont partis dans les grandes écoles de breveté d'état-major qui sont dans la salle et qui me regardent d'un certain œil, que j'ai oublié. Le Congo a formé des grands commandos, certains sont encore parmi nous, et on continue d'en former. Nous allons ramener tout ça chez nous, en sachant que la tête de l'État ne trahira pas les hommes en uniforme. Donc ça, c'est la garantie que je pourrais vous donner, pour être sûr et certain que le commandant suprême que je serai,
agira pour l'intérêt du pays et saura défendre les citoyens congolais. Merci. Oui, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous avez parlé de l'armée, de la police, vous avez parlé de beaucoup de choses. Et vous n'avez pas parlé de la magistrature. Et si vous avez ce projet de reconstruire donc la magistrature congolaise, parce que même au niveau des barons, même au niveau de la magistrature debout ou assise, donc il n'y a plus rien. Donc mon souci donc c'était ça. Merci Monsieur Mao. Sans la justice, tout ce que j'ai présenté aujourd'hui ne vaut absolument rien. Tout ce que j'ai présenté ici aujourd'hui dépend d'un des piliers majeurs qui est la justice. Comment voulez-vous apporter la sécurité dans le pays lorsque la justice n'est pas là? Comment voulez-vous amener des investisseurs dans votre pays lorsque la justice ne fonctionne pas? Donc la magistrature fait partie de l'ossature du programme que je vous ai montré. En fait, à votre question, je répondrai par un exemple. Lorsque je suis passé aux choses qui nous échappent, comment allez-vous mettre fin à la corruption? Comment allez-vous lutter contre la corruption? La justice que vous déplorez, tout tourne autour de la corruption. Les décisions de justice sont monnayées. Comment résoudre ces problèmes? J'avais dit en 2 mots, la première définition de ces mots corruption consistait à dire, lui donner une définition. Est-ce qu'aujourd'hui, tout individu fonctionnaire qui, lorsqu'il vous demande votre nom, il vous demande de l'argent, lorsqu'il remplit la feuille, il vous demande l'argent, lorsqu'il rentre les signataires, il vous demande l'argent, c'est quoi la raison qu'ils agissent comme ça? Pour moi, la réponse était unique. Donnons un bon salaire aux fonctionnaires et aux agents, cette corruption va disparaître et ça représente 80% de la corruption qu'il y a chez nous. Un bon salaire suffit à éliminer cette corruption-là. Il reste 20%. Sur les 20% de corruption qui restent, nous avons vu que dans tous les supermarchés, partout où nous passons, lorsqu'on achète, les tickets de caisse sont tirés, mais les données sur les ventes sont enregistrées. L'argent qui rentre en caisse, en fin de journée, on peut savoir si vous avez pris dedans ou s'il en reste, mais l'équilibre des caisses sont là. Ça, l'automatisation de tous les systèmes élimine 17% de corruption. Il en reste 3%. Dans les 3% qui restent, j'ai demandé un peu de réalisme à tout le monde et surtout de me dire, je dis ça pour rigoler, mais les 3% de corruption que je ne pourrais pas combattre ou éliminer, c'est les 3% de nous, l'école blanche, nous qui amenons le gros projet dans lequel tout le monde vit de ça à travers le monde. Donc la réponse était terminée à ce niveau. La justice dans les pays développés a une base de données. Une base de données derrière lesquelles on enregistre toutes les décisions qui sont prises dans les différents types de problèmes. Ça s'appelle une base de jurisprudence. Donc cette base de données, je ne crois pas que la magistrature, la justice au Congo dispose de cette magistrature. Nous allons mettre le système d'enregistrement de toutes les décisions, bonnes ou mauvaises, qui ont été prises dans tous les tribunaux au Congo, de façon à ce que nous puissions rétrospectivement identifier les gens qui ont été plongés dans la corruption et de leur donner les warnings, l'avertissement pour ne plus recommencer. Et surtout, nous allons confronter ça à la connaissance des Congolais qui sont dans les droits, qui sont des avocats dans tous les grands pays du monde. Dans les barreaux de Bruxelles, il n'y a pas un seul avocat, il y en a plusieurs. À Paris, au Canada, à Washington, on n'en a peut-être pas beaucoup, mais la maîtrise du droit, nous avons, et la maîtrise du rendu de la justice, nous les avons expérimentés. Donc nous allons transposer ce que nous avons vu comme justice ici, dans les pays dans lesquels nous vivons, faire en sorte que nous puissions les ramener chez nous, au Congo, pour répondre à ces soucis que vous avez exprimés. Merci. Le Trésor américain, j'avais été reconvoqué une deuxième fois pour me dire il y a quelque chose qui nous échappe. Je vais me lever aussi comme ma soeur derrière.
Merci, Monsieur le Président. Je suis personnellement très heureuse d'entendre ça. Et grâce à votre discours, je peux dire aujourd'hui que je suis confirmée et je suis prête à aller de l'avant en tant que membre de la diaspora. Ce que j'aimerais bien vous demander avec toute l'humilité, en tant que femme, je ne veux pas sortir en tant que féministe, mais par le fait que nous avons été mutilés, violés et bafouillés dans notre culture au Congo, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous allez faire pour nous, les femmes? Merci. Merci. En tout cas, la première des chances à la question que vous me posez, c'est que je suis un père de filles. Donc, je suis aussi le papa des filles que vous décrivez. Qu'est-ce que nous allons faire pour les filles, pour les femmes? Je crois que nous allons travailler ensemble. Nous allons travailler ensemble. Nous allons travailler ensemble parce qu'aujourd'hui, les grands soucis que j'ai lorsqu'on me pose cette question, c'est d'abord de me dire, les femmes que vous décrivez, leurs enfants, filles ou garçons, sont dans un mauvais état. Comment allons-nous faire pour que nous puissions redresser cette situation? C'est un challenge. Et dans ce challenge, j'ai dit lors de mon allocution qu'on ne devient pas prostitué à l'âge de 9 ans. On n'est pas mère de 2 enfants à l'âge de 13 ans. Vous savez, toutes ces images et tous ces documentaires nous brisent le cœur à longueur de journée. Enfant, j'ai expérimenté quelque chose qui m'a traumatisé. En fait, la première des choses, la première industrie pour laquelle je signerai au Congo, c'est tout ce qui produisent des protections des femmes, protection mensuelle. Tout ce qui tient à l'hygiène de la femme. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans un pays où il y a Kolia et Zate, certaines de ces choses-là, j'en entends déjà que c'est un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes? Les femmes sont très intelligentes. Les challenges, il n'y a plus de domaines dans lesquels on peut dire que c'est réservé aux hommes comme c'est fait à l'époque. C'est-à-dire que dans tous les domaines, nous allons encourager que ce leadership s'exprime. Mon rêve, c'est aussi de voir des femmes congolaises multimillionnaires, milliardaires. Vous savez, en fait, je suis traumatisé par quelque chose. Je venais d'une femme qui était le pilier de sa famille. Et à sa disparition, la famille s'est ébranlée. Je n'aime pas qu'on compte sur moi, j'aime rendre les gens indépendants. Je n'aime pas qu'on compte sur moi, j'aime rendre mon environnement indépendant. Mon environnement doit être indépendant, pourquoi? Parce que nous devons être fiers de la réalisation des uns et des autres. C'est-à-dire que lorsque je vois un Congolais multimillionnaire, ça ne me gênerait pas s'il a vendu des Matembele à toutes les familles de 80 millions de Congolais 3 fois par semaine sur une année. Il y a toutes les raisons de devenir multimillionnaire. Avec les salaires de président de la République, vous ne pouvez pas égaler ceux qui vont rivaliser avec les Bill Gates ou les autres multimilliardaires que nous connaissons. Je vais me reconcentrer sur les rôles que la femme va jouer. C'est un rôle moteur, un rôle de premier plan. Pourquoi? Vous le faites déjà. Vous le faites déjà. Et nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur nous. Il y a des dispositions qui seront prises pour que tout ce que nous déplorons aujourd'hui puisse disparaître. Les viols sur nos mamans, sur nos enfants. La prostitution forcée par la situation dégradante généralisée. Nous allons mettre un terme à ça parce que nous en avons les moyens et les ressources. Laissez-moi faire un calcul rapide pour vous dire pourquoi. Nous n'avons pas passé que du temps à dire, à déplorer et à reprocher aux autres. Nous avons dans certaines instances montré de l'imagination.
Imaginez que tous les portables en fonctionnement au monde, tous les portables, puisque la RDC n'a pris aucun dollar lorsque ça a été tiré du sol, pourquoi pas nous donner $1 par téléphone en fonctionnement dans le monde? C'est 7 milliards de dollars par mois qui nous permettraient d'avoir ce genre de bâtiments, ce genre d'écoles partout en République démocratique du Congo. Et surtout, $1 par téléphone en fonctionnement. Je ne parle pas de tablettes, je ne parle pas de GPS, je ne parle pas de Facebook, parce que sans les sous-sols congolais, tout ça n'aurait pas existé. Mais déjà, avec $1 par téléphone portable en fonctionnement, nous pouvons rembourser les 140 milliards de dollars en 15 ans. Les 140 milliards de dollars et payer ceux qui vont participer aux achats de ces obligations sur les marchés boursiers, leur payer 1 à 2 ou 3% d'intérêt annuel que le principe des obligations d'emprunt oblige. Nous avons mis notre intelligence au service de la nation, nous avons mis notre intelligence au service de l'économie mondiale et nous pensons que l'heure est venue de pouvoir nous faire confiance pour pouvoir transformer tout ça. Il y a un point important quand on parle des femmes, c'est nos familles. Nos familles sont disloquées à un tel point que 250 000 enfants sont dans la rue, si pas plus. Ces enfants ne sont pas identifiés. Nous allons appliquer les pratiques de l'analyse ADN à outrance. Aucun citoyen ne vit sur le territoire où je vis aux États-Unis sans avoir donné son ADN au service d'identification. C'est-à-dire que ce sera une occasion, non pas de faire les recherches des routes ou des racines, comme les Noirs américains les font, pour rechercher d'où ils viennent en Afrique, mais nous allons créer les bases de données qui pourraient nous permettre que ceux qui avaient eu des enfants qui sont en train d'errer et qui ne savent pas d'où ils viennent, nous allons leur donner les moyens de pouvoir se reconnecter. L'autre chose, c'est que nos familles ont été tellement disloquées, les hommes au chômage, nous avons perdu le pouvoir de diriger nos familles. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que nous allons donner des allocations familiales aux Congolais. Le premier enfant donnerait droit à 15 $. Le deuxième enfant, pour 2 enfants, on passerait à 22. Pourquoi pas à 3, 25 $, 32 pour le quatrième, jusqu'à atteindre 50% du salaire minimum que nous pouvons estimer autour de 102 $, qui veut dire que les allocations pourraient, avec le nombre d'enfants, atteindre 50 $ mensuels. Nous allons donner les allocations logement. Dans l'exemple que je vous ai montré avec une politique de logement qui nous permettrait d'avoir le même les mêmes standards de logement que nous avons en Europe et partout dans les pays développés, ces maisons, nous pouvons les construire sur une base de 10 000 $ par maison avec les matériaux locaux et donner les allocations familiales de 60 $ par famille. Nous sommes 11 millions de familles de Congolais. Si nous prenons une moyenne de 7 Congolais par famille sur 80 millions, nous sommes autour de 11 millions de Congolais. En donnant un toit à chaque famille pour une maison d'une valeur de 10 000 $, dans 30 ans, ces maisons auront une valeur de 60 000 $, ce qui va augmenter le produit, la valeur du marché, qui nous permettent de croire que dans 4 ans, dans 2 ans, nous pouvons rattraper l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, dans 5 ans, la Suède, en termes de pouvoir d'achat. Nous pouvons rivaliser ou rattraper les niveaux qu'avait l'Argentine dans 10 ans et dans 15 ans, pourquoi pas 20-25 ans, rattraper les niveaux de vie que nous avons en France ou en Allemagne dans 40 ans. Donc nous avons déjà travaillé sur toutes ces choses. D'autre part, en ce qui concerne les tergiversations en termes électoraux, nous avons présenté un programme dans lequel nous avons montré, avec notre leadership, nous sommes capables de pouvoir réaliser l'identification, les recensements et de toute la population si tout est sécurisé dans les 6 mois à tenir des élections. Pourquoi pas le cycle complet des élections, mais c'est à ceci près que pour créer une nouvelle classe politique, les élections doivent commencer par les bas, c'est-à-dire les élections municipales, et pouvoir monter de façon à ce que les élus municipaux ne soient pas dépendants des influences du président qui est élu au premier ou deuxième tour. Dans la situation actuelle, maman, vous avez vu que, parlant de la femme, jusqu'où je suis parti, pour pouvoir développer, parce que c'est le socle
de la société congolaise et le socle qui est la base du futur pour la République démocratique du Congo. Je l'ai beaucoup apprécié, mais j'ai quand même des soucis. En 2015, vous aviez, je crois, tenu une conférence ici tout près du rond-point Schuman. Et je vous avais posé la question que je vais vous reposer maintenant. Je vous avais dit, le Congo c'est comme une maison, il y a un serpent qui est à l'intérieur. Comment on fait pour rentrer dormir dans notre maison dès lors que le serpent est toujours à l'intérieur? Parce que vous faites cet exposé comme si le Congo était un pays normal, où on va aller aux élections de manière normale, etc. Or, je constate que vos deux collaborateurs ont parlé, et même vous-même, je crois, ont parlé du mot génocide. Il y a un génocide humain qui se commet, je vais acheter le livre après là. Il y a un génocide humain qui se commet au Congo, et quand on dit génocide, c'est-à-dire infraction, il y a des auteurs de cette infraction, il y a des co-auteurs, il y a des collaborateurs à cette infraction. J'ai vu récemment Kagame s'est pavané ici en Belgique. J'ai vu récemment, donc ici, il y a 2 ou 3 jours, Jean-Pierre Bemba qui a été arrêté pour un dossier vide être libéré, alors que ceux qui ont commis le grand génocide du Congo sont toujours en liberté. Donc ma première question est la suivante. Est-ce que vous avez parlé avec les preneurs d'otages des Congolais? Parce que nous sommes pris en otage au Congo. Nous sommes pris en otage, nous sommes victimes d'un génocide, donc on nous tue, on tue l'individu pour détruire la race et le peuple congolais, le faire disparaître. Mais il y a un deuxième génocide sur lequel vous n'avez pas planché. Et quand je lis votre projet, je me dis, mais monsieur Abdullah, sur quoi allez-vous travailler dès lors que le sous-sol est vendu? Donc je ne sais pas si vous avez la cartographie des carrés miniers, parce que tout le sous-sol est vendu. Alors avec quoi allez-vous faire vos industries et tout le reste? Ou bien on va entrer en conflit direct avec ceux qui ont pris en otage notre sous-sol. Hein, donc on va avoir à remettre en question des contrats qui ont été conclus et donc entrer en conflit dans des procès au niveau international. Ou alors je ne sais pas comment vous allez faire pour récupérer le cobalt du Katanga, de Kolwezi et partout là où on nous a arraché tout le sous-sol en fait. Parce que quand vous parlez de l'intégrité territoriale ou de la souveraineté, mais on n'a plus le pays nous a été arraché. Donc je ne sais pas sur quoi on va travailler, je ne sais pas comment on va faire par rapport à nos preneurs d'otages. Et in fine, je voulais dire, si Kabila n'organise pas les élections, quelle est votre stratégie pour pouvoir récupérer ce pays qui nous appartient finalement? Parce que je vous entends parler, c'est très beau, c'est économique, c'est politique, c'est littéraire, mais en termes d'affrontement avec Kabila, parce que je ne vois pas Kabila partir, laisser ce pays-là, et les preneurs d'otages qui l'ont aidé à prendre le pays, je ne les vois pas lâcher le Congo. Il y a les Chinois qui ont donné, semble être 6 milliards d'euros pour qu'ils puissent prendre ce qu'il y a chez nous. Moi, je vois plutôt un affrontement militaire entre l'Occident et la Chine, mais en termes réels au Congo, plutôt qu'un processus électoral. Vous pouvez me contredire hein, si je me trompe dans mon analyse, mais il me semble qu'il y a un problème à l'origine, et donc vous sautez l'étape de la récupération du pays en tant qu'il est occupé par Kabila, Kagame, etc. Et vous parlez élection qui est l'étape suivante en fait. Merci. Jean, j'ai compris dans votre question une inquiétude. J'ai dit d'entrée de jeu, le Congo vit une occupation depuis l'arrivée de l'AFDL, depuis 1996 et depuis, je dirais, la chute de Mobutu. Nous sommes dans cette occupation, et cette occupation est cette domination régionale. Donc, il y a des choses à faire. On prend des somnifères, on dort, et on attend qu'un jour ça se termine. Ce n'est pas le choix que j'ai fait ou que nous avons fait. Je suis en train de parler ici, c'est toujours pas bien de parler de soi. Mais lorsque vous avez fait un travail et qu'à un moment donné, il faut dire aux gens, vous avez peur dehors, mais nous sommes à l'Union européenne. Vous savez, ce qui m'a amené ici, est-ce que je dois faire comme un poisson dans l'aquarium, montrer tout ce que j'ai fait, tout ce qui a été dit, avec qui ça a été dit, pour que vous soyez invités ici aujourd'hui? Ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'obtenir ce que je vous ai présenté, de dire au monde. Parce que hier, c'était des réunions en aparté. Des réunions en aparté, des réunions dans les bureaux clos. Ce n'était pas aussi ouvert. Nous avons eu la chance de présenter ce projet à l'Institut pour la paix aux États-Unis.
Et j'ai reçu des appels pour dire les parties de présentation qui ne devaient plus être publiques. Vous savez, lorsque vous voyez ces livres-là, que vous n'avez pas lus, 520 pages, qui est sorti en 2009. C'est-à-dire que je n'ai pas participé à l'inauguration, aux festivités d'inauguration du premier président noir aux États-Unis, mais ces livres, j'ai terminé de l'écrire 2 jours avant qu'Obama ne prête serment. C'est ces livres-là que nous avons changé la donne aux États-Unis. Parce que dans ces livres, il y a un parallélisme entre les génocides congolais et les génocides et l'Holocauste de Juifs. Dans ces livres, il y a des images qui me sont venues directement du musée de l'Holocauste à Vademachum de l'Israël et le musée de l'Holocauste aux États-Unis m'ont fourni des images. Ce sont ces images-là. Il y a un chapitre consacré au Seigneur des guerres dans ces livres. Donc tout ce que vous pouvez vous dire, c'est que vous voyez les femmes juives, comment ils ont été dénudées dans les années 40-45 et la situation des femmes congolaises. Vous allez voir une procession. Je suis obligé de vous le montrer. Je réfléchis. Je vais acheter le livre. Lorsque vous voyez ces images, vous allez voir que ce qui s'est passé dans le passé, dans cette histoire, qui justifie une partie de ce que je vous ai dit, le pourquoi de là où nous sommes aujourd'hui, dans ces images, vous voyez la procession. Je vous ai parlé de gens, quand on fait la guerre, les gens qui sont dans la rue avec des petits paquets sur la tête. Moi, je suis un enfant qui a été égaré pendant la guerre de Kisangani. C'est la Croix-Rouge qui m'a pris en main pour me passer dans toutes les classes, pour dire qui connaît cet enfant. Bon, j'ai l'avantage d'être un peu clair. Et puis, il y a une dame qui a dit, mais c'est Georges. Et c'est comme ça qu'on m'a ramené chez ma grand-mère, dont on savait dans quel local elle s'est trouvée. Donc, j'ai été prise en charge à l'âge de 7 ans à Kisangani par la Croix-Rouge lors de leur arrivée pour apporter des secours. Vous évoquez le problème de Jean-Pierre Bemba. J'ai fait une émission aux États-Unis lorsque Jean-Pierre Bemba a été arrêté pour dire pourquoi le fait de ne pas avoir été sur le terrain en Afrique, plutôt en République centrafricaine, que ses responsabilités, comment c'était limité. Il y a une vidéo qui est sur YouTube où j'ai donné mon point de vue sur le plan juridique sur ce dossier. Nous sommes nombreux, c'est-à-dire que beaucoup de Congolais, nous ne pouvons pas tous devenir amnésiques pour oublier les mal que certains leaders congolais ont fait. Moi, je peux aujourd'hui dire oui, bravo, etc. Mais vous avez le devoir de nous rappeler qu'il y a eu un génocide au Congo dans lequel des Congolais sont impliqués. Et nous n'allons pas laisser 12 millions de morts, la disparition, la dislocation de toute une nation impunie. Donc, je n'en dis pas plus. Le problème que vous posez, il faut voir les choses autrement. Trouve une partie de réponse dans ta présence aujourd'hui à l'Union européenne. La solution économique qui vous a été présentée cet après-midi veut que le Congo traite avec les pays du G8 et G20, y compris la Chine et la Russie. Il faut qu'on traite avec eux, puisque vivant chez eux, j'ai vu qu'ils sont des copains. Les copains, c'est-à-dire ils s'attendent, ils se parlent. Ce n'est pas à nous de penser qu'ils sont des ennemis et de prendre une position pour dire que je ne traite pas avec celui-là parce qu'il est... Moi, je suis ami avec lui, j'ai peur que... Non, nous avons parlé. Dans ce que nous avons dit, beaucoup ont accepté la démarche que nous offrons. Vous dites, comment allez-vous construire le Congo ou obtenir ces financements si... au départ, les gens qui vont venir acheter ou qui vont accepter que les emprunts d'obligation soient sur leur place boursière, s'ils n'ont pas la garantie, ou la garantie, quand je dis garantie, ça veut dire que la crédibilité que vous proposez, oui, on va avoir les cash, 140 milliards, on fait quoi? Ben, on va aller en boîte tous les samedis, payer gratuit pour tout le monde. Non, 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 c'est pas ça. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de nouveaux enjeux, y compris la Chine, et ce qui est en train de se passer chez nous,
ne plaît pas à beaucoup de pays occidentaux dans lesquels un nouveau leadership doit se mettre au milieu du village pour qu'on fasse table rase de tous ces contrats bidons qui envoient beaucoup d'enfants africains dans les océans, beaucoup des Européens. Je dis en live à la communauté, le Congo n'a pas que des ennemis, nous avons aussi des amis qui n'aiment pas ce qui se passe dans notre pays. Nous devons nous appuyer et travailler avec ces amis. Il y a aussi des gens qui ont fait des erreurs dans le passé et qui sont prêts à les corriger et qui s'engagent à faire tout pour que ces erreurs soient corrigées. Nous pouvons continuer à nous lérer, mais considérer que 14 ans de sacrifices, la somme des sacrifices que vous pouvez avoir fait depuis les 14 ans, on ne peut pas les sous-estimer. Parce que pendant 14 ans, certains de nos amis ont construit des immeubles. Ils volent en jet privé. Et il suffisait d'accepter de partir, de faire ça. Mais cette vision que nous portons, votre combat, puisque ce que vous soulignez, traduit votre combat. Je dis le Congo est sous occupation. L'occupation du Congo par les puissances régionales, je citerai les noms, l'Ouganda, le Rwanda, les Burundi qui sont chez nous en patron, ben écoute, on mettra un terme à ça. Nous sommes des hommes. Nous devons apprendre à nous battre. Nous devons apprendre à nous battre. Nous devons d'abord utiliser les moyens, tous les moyens légaux, tous les moyens qui nous permettent démocratiquement de dire, ben écoute, vous voulez élection, on va venir. Si on fait les élections, on sera là. Si on échoue aux élections, posez-moi la question, si on échoue aux élections, oui, si on échoue aux élections, on rentre dans les rangs. Parce que les prétentions, vous pouvez les avoir à 8000 km. Mais lorsque vous arrivez sur le terrain, la réalité peut vous rattraper. Oui, à ce moment-là, je me contenterai de gérer une entreprise ou du moins de créer une boîte de fabrication de conserves, pourquoi pas la transformation du pondou, etc. Donc je me mettrai ma connaissance en termes de business en pratique. Mais sachez que les interrogations que vous soulevez, toutes les réponses ne sont pas données publiquement, ni devant les écrans. Il y a des points sensibles sur lesquels votre question peut soulever. Nous l'avons abordé, mais je ne peux pas l'aborder ici. Juste pour vous dire que si nous sommes là, c'est un signal fort qu'il ne faut pas sous-estimer. Ne poussez pas trop loin à chercher à savoir. Votre objectif, c'est que vous puissiez arriver là où vous voulez arriver. Ne demandez pas quand le chauffeur viendra vous chercher, quel costume vous allez mettre, qui mettra l'essence, la voiture, c'est quelle marque, etc. Ce sont des questions totalement inutiles. Regardez la personne qui est en face de vous, vous lui dites, ok, on lui fait confiance. Faites-nous confiance une fois encore. Une fois encore, je dirais. Si vous êtes fatigué là, testez-nous une fois dans ce que nous voulons faire. Mais c'est moi qui vous a donné le Parlement congolais. J'étais à Paris, j'ai vu l'ambassadeur et le ministère des Affaires étrangères. Je leur ai dit pourquoi on ne fait pas un Parlement de 500 membres plus la création du Sénat. Je l'ai donné gratuitement, j'ai l'original. Je l'ai donné gratuitement. Tout le monde a les 4x4 à Kinshasa. Combien maintenant? Est-ce que j'ai une 4x4 du gouvernement? Rien qu'en prime d'être l'architecte du Parlement congolais. C'est moi, c'est nous qui avons proposé cette solution. Ça a été appliqué. Les 1+4, ça ne venait pas de moi. Les 1+4, c'est la carence, la différence entre Mobutu et les autres. Mobutu pouvait faire venir de Tombouctou, de New York, un Congolais intelligent, quand il lui fait tant, il dit « Viens me parler, explique-moi ». Les gens qui ont pris le pouvoir ne savaient pas quoi faire. J'ai proposé une solution, j'ai été gardé à distance, ils ont appliqué une formule 1+4, ils ont donné des postes aux gens tels que je ne l'avais pas préconisé. Ils ont donné des postes de généraux, de machins par division 1+4. Il fallait recruter, pour compléter la liste de vente. Nous avons fait beaucoup de choses pour notre pays. Nous avons fait beaucoup de choses pour notre pays. La diaspora congolaise a donné les garanties, donné la crédibilité au processus de changement qui va venir dans notre pays. On a besoin de votre soutien. Je vous remercie. Je m'appelle Jaël, je suis née ici en France et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse congolaise et quel projet allez-vous mettre en place pour les aider? En tout cas, d'abord, merci d'avoir fait le déplacement de la France jusqu'ici. Et c'est très encourageant. Il y a beaucoup de jeunes qui, bon, on
on est en semaine, tous sont à l'école. Mais vous avez fait le déplacement de la France et j'avais dit ici que la jeunesse a un rôle important à jouer. Je voudrais que vous sachiez que dans tout ce qui vous concerne, la jeunesse congolaise, c'est de mettre de plus en plus dans votre mental le côté sky is the limit. C'est-à-dire que c'est le ciel qui est la limite jusqu'où vous pouvez aller. Je parlais ici d'une nouvelle société congolaise où vous pourriez étudier dans les mêmes conditions que chez nous au Congo. Ce que moi j'ai fait, ce que nous avons fait, c'est d'encourager les initiatives privées, les initiatives personnelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier cadeau à donner à la jeunesse, c'est l'éducation. Le premier cadeau à donner à un enfant, c'est l'envoyer à l'école. Quand l'enfant a été envoyé à l'école, la deuxième chose, c'est de lui donner un cadre familial. Si l'enfant est dans un cadre familial, ceux qui sont en dehors des circuits, comme je peux dire, parce que nous vivons dans des sociétés où circule la drogue, la délinquance, beaucoup de choses, nous devons mettre en place les structures d'assistance pour pouvoir les remettre sur le chemin. L'autre cadeau à faire aux enfants, c'est de leur, pour vous, la jeunesse, c'est de vous servir de nous comme exemple. Vous servir de nous comme exemple, et je parlerai ici à vous. J'ai écrit 450 lettres manuscrites pour trouver mon premier poste. 450 lettres pour avoir une ou deux réponses positives. 450 lettres où, lorsque vous faites une rature, vous reprenez tout à zéro. Ce n'est pas comme vous avec une lettre modèle sur l'ordinateur et vous lancez à 10 000 compagnies. L'autre chose, c'est que votre mental est beaucoup plus développé que le nôtre. C'est-à-dire que vous êtes en train de jouer, la télé est de l'autre côté, vous êtes en train de suivre la télé, vous êtes en conversation. Ces mentales-là, nous en avons besoin pour la RDC demain. J'ai eu un entretien, moi, avec mon neveu qui est aussi jeune que vous, mais je l'ai interrogé pour connaître les disparités qu'il y a entre la jeunesse qui est née au Congo, qui arrive en France, ou la jeunesse du Congo et celle d'ici. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon de cet échange? J'avais estimé que venir ici et parler de la jeunesse sans avoir cet échange n'était pas normal. C'est-à-dire que dans mon métier de consultant, cet aspect-là était très important. Alors, à ma question, j'ai fait les journalistes à ce moment-là, j'ai dit, pour nous, vos parents qui sont venus de l'Afrique un peu avec notre mental, comment vous nous supportez, ce choc de dire, il n'y a pas beaucoup de choc parce que d'abord, vous parlez lingala. Ok. Quand on parle de lingala, on écoute les chansons de lingala. Le décalage culturel qu'on aurait pu croire est amoindri. Et lorsque je pose la question, votre visite au Congo, il dit, ça ne pouvait être que bien, c'était fantastique, c'est inoubliable. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui au Congo? C'est déplorable. Dans l'entretemps, on voit que le pays est très riche avec toutes les ressources que nous avons, mais la situation de la population est intenable, la gouvernance, etc. Le souhait, c'est que tout ça puisse changer. Alors, mon message à vous, c'est de dire, il faut avoir un rêve. Rien dans la vie ne peut se faire sans un rêve. Il faut rêver de ce que vous voulez devenir. Et en rêvant de ce que vous voulez devenir, nous allons créer les conditions pour que vous puissiez avoir les finances et les assistances et les moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs et surtout vous accompagner. La jeunesse congolaise d'à travers le monde, nous avons besoin des langues que vous parlez. Vous parlez suédois, finnish, racha, chinois, on parle toutes les langues. Ça veut dire que même sans boulot, dans ces tribunes que vous voyez autour, c'est des interprètes. Juste pour prendre le langage que vous utilisez et pouvoir les interpréter. Les institutions internationales que nous allons installer au Congo, nous avons besoin de votre jeunesse pour venir interpréter la langue dans laquelle vous avez grandi. Si on parle technologie, on a parlé tout à l'heure de la justice. La justice va se passer avec l'assistance des ordinateurs. Je pense que vous connaissez l'ordinateur. Et nous avons grandi en ayant des professeurs expatriés. J'ai eu des professeurs haïtiens.
Je crois que dans le Congo d'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire venir des Haïtiens pour enseigner aux Congolais. Vous êtes suffisamment nombreux pour aller enseigner aux Congolais, aux jeunes qui sont dans le pays, ce que vous avez appris, que ce soit dans votre attitude, dans vos manières, dans votre connaissance. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de se réaliser. La jeunesse doit se réaliser. Pour se réaliser, nous devons créer les conditions qui vous permettent de vous réaliser. Et ces conditions, c'est mettre la drogue en dehors du circuit, vous donner l'éducation que vous avez besoin et surtout vous sécuriser. Vous sécuriser pour que vous ne puissiez pas tomber dans les travers. En tout cas, voilà ce que j'ai donné en brief comme idée que la jeunesse. Et s'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées, n'hésitez pas à vous rapprocher pour passer vos idées. Nous sommes très ouverts aux échanges et à l'adoption des idées qui viennent de toutes parts. En tout cas... Attendez, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment vous allez procéder parce que je suis en train de me poser la question. À qui vous allez donner des allocations? Attendez, vous donnez au monsieur, il va se tuer la guerre, il va battre sa femme. Laissez-moi finir. Parce que franchement, ça me... Oui, monsieur Pala, je ne voudrais pas que vous résumiez la chose aussi simplement. Vous n'avez pas lu les dossiers. Vous savez, quand on fait une énoncé, ça veut dire que vous ne connaissez pas les chiffres. Je vous ai parlé ici en disant que nous sommes 11 millions de familles. Je vous ai parlé ici du nombre, si vous prenez la moyenne du nombre de familles à 2 enfants, à un seul enfant, à 3 enfants, etc. C'est calculé. Il n'y a rien que moi je sors ici qui est dans l'air ou théorique. Je vous ai donné un exemple simple. $1 par téléphone en fonctionnement, c'est 7 milliards de dollars par mois. 72 milliards. Vous prenez votre calculatrice, en donnant $15 à 10 millions de familles, en donnant $25 à 30 millions de familles, c'est jouable, c'est totalement faisable. Je voudrais aussi vous dire quelque chose. Ce qui vous paraît impossible de l'énoncer par quelqu'un d'autre ne l'est pas nécessairement. C'est-à-dire que la personne qui énonce ça a réfléchi. C'est 14 ans de réflexion que je suis en train de sortir ici en 2 heures. Je sais que vous êtes un élu local. Je sais que vous ramenez tout sur ce que vous vivez en France. Mais nous allons reconstruire nos familles. J'ai parlé des analyses ADN. Les analyses ADN vont nous permettre de savoir que moi, on va me dire. Ok? Donc, lorsqu'on connecte comme ça, et nous allons aussi avoir des mères, des femmes qui foster family. Les familles d'accueil. Il y aura aussi d'autres femmes à qui Dieu n'a pas donné l'enfant, ou même ceux à qui Dieu a donné les enfants, qui sont prêts à dire pour que ça va ça. Le président. Lorsque j'ai perdu ma mère, elle avait 30 ans, on était 5. Je ne mangeais pas chez les gens. Une anecdote simple, mon frère met ma chemise, je déchire ça. Moi, quand je partais chez ma tante, quand la nourriture était prête, je prenais mon frère, je dis, et lui il disait, maman, au revoir. Et maman va dire, vous ne partez pas, il faut manger. Alors quand on va partir, je vais le boxer. Pourquoi tu nous as laissé manger? Et bien un jour, ma mère est partie. Et c'est dans cette maison où je refusais de manger que je suis allé vivre. La deuxième est partie après moi. L'autre à Rosali. Les autres à Kissamène. Mais on n'a pas dormi dehors. Donc, en reconstituant nos familles, nous serons capables d'offrir ces allocations familiales. Les problèmes d'allocation familiale que nous connaissons ici, oui, certainement, nous allons pouvoir gérer la même chose. Mais ça ne nous empêchera pas là. Les problèmes que nous avons dans la gestion des allocations familiales dans nos familles en Europe n'empêchent pas les versements des allocations familiales. On vous verse les allocations familiales sur vos bétanis, mais la CAF ne sait pas que vous êtes bâti pour les allocations. Ce n'est pas un problème. On vous donne votre... C'est à vous de pouvoir les régler. Vous voyez un peu Je vous engage à rester présent, actif et combattant, et surtout à garder l'espoir et à rêver. Voilà. Je vous invite à dire l'hymne national debout congolais. Congolais, unis par les
pays. Et pour de bon, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons, consolés, nous assurerons la valeur. 30 juin, notre soleil, 30 juin, 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous levons à notre postérité pour toujours. Bien,